Donc je suis Pierre Bourdial. Bonjour tout le monde, je suis Éric Vernier. Bon, enchanté, bienvenue à cette session. Bienvenue Pierre. On va déjà commencer par mettre les documents et les liens qu'il faut pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc déjà, le premier lien important qu'on va avoir autour des partenaires, tout ce qu'on va dire et toutes les présentations que l'on va utiliser aujourd'hui sont sur le partenaire asset, d'accord ? Un lien important qui permet vraiment de récupérer en fait tout ce qui se dit autour de nos produits et de toutes les technologies de Microsoft. Un lien encore plus important, la partie demo.microsoft.com, un site qui est accessible pour tous les partenaires, qui permet vraiment d'accéder à des environnements complets de démos ou de tests et qui est vraiment utile et utilisé. Moi, je l'utilise tout le temps. Oui, moi aussi. Ouais, vous avez la possibilité de créer des environnements qui vont de 3 mois à 1 an, de les renouveler. Ouais. Donc ça vous permet d'avoir un véritable environnement pour tester, faire des démos et éviter de venir polluer votre tenant Office 365. Exactement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, demo.microsoft.com. Un seul lien à reconnaître, à retenir, c'est celui-là. Alors justement, j'attendais cette session justement pour te poser des questions licence parce que j'avais plein de questions pour toi. Oui, effectivement. Ça fait 30 ans, j'ai toujours rien compris au licensing Microsoft. Par contre, on a un certain nombre de professionnels, d'experts même, qui sont forts dans ce domaine, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. D'accord. Vous avez le lien ici, à la fois pour les lettres techniques, naturellement, mais aussi pour le licensing. Oui, et le Partner Center est vraiment le hub qui va vous permettre d'accéder à tout ça. Rentrons un peu dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui de Power Platform et Teams. On a, pour essayer d'avoir toute cette partie validation de connaissances, des certifications. Sur la Power Platform, on est très lié sur la partie Business Apps, qui est vraiment quand même bien lié, on va le voir sur les connaissances que l'on a. Donc, toute la partie certification autour de la PLS 900 Fundamental, autour de la Core Customer Exam, qui est autour des PL100, PL200, etc. Vous ai mis en fait toutes les informations sur une seule URL, le Trend Cert Poster, qui va vous permettre de récupérer vraiment toutes les connaissances autour des certifications, autour des connaissances Power Platform. Tous les liens qui sont importants sur où est-ce que vous pouvez récupérer des formations, où est-ce que vous pouvez récupérer des assets, etc. Tout est là-dedans, dans formation partenaire. C'est là-dessus que vous aurez en fait la partie formation de vos équipes et de vous sur les technologies Microsoft, sur quelle que soit votre technologie. Faut vraiment pas hésiter à en user, en abuser, parce qu'il y a vraiment de tout pour du débutant jusqu'à l'expert. Ça, c'est très très important. Exactement. Les sessions Dynamics France, vous aurez les liens au fur et à mesure de l'année, d'accord ? On a prévu déjà tout un tas de sessions qui sont importantes. On a déjà les premières dates qui sont là. Il y a des dates qui vont s'ajouter. Et les liens seront envoyés au fur et à mesure par les liens habituels qu'on envoie par email. Une chose sur laquelle je voulais revenir, le Power Platform French Summit, c'est le 19 et 20 novembre. C'est la première fois que ça a vraiment lieu. C'est un event Power Platform qui est géré par la communauté. Microsoft y participe. Moi, j'ai des sessions dans ce Power Platform French Summit. Une session business, une session vraiment technique. On a des MVP qui seront là. Ce sera en français. Il y aura quelques sessions en anglais parce qu'il y a des MVP qui sont que anglais qui vont venir faire pitcher là. Inscrivez-vous, je vous ai mis le lien là, c'est très important et si vous voulez apprendre des choses sur la Power Platform et évoluer, c'est important de venir à ces sessions-là. 100% digital. On va rentrer dans le cœur du sujet. Eric, on est venu là pour ça. Parler innovation, Power Platform et Teams. Enfin, forcément, grosse annonce en ce moment et on va parler de ça. Déjà, un petit slide pour poser un peu le sujet. C'est un slide sur lequel on a échangé quand on a préparé cette session et parce qu'en fait, oui, on a besoin de développeurs. On a beaucoup de demandes d'applications et on n'a pas forcément assez de développeurs. D'accord ? On n'a pas assez de gens pour fabriquer des apps et en fait, la Power Platform apporte en quelque sorte des réponses à cette partie développement. Et je pense que c'est important de mettre ces chiffres-là qui souvent introduisent la Power Platform pour pouvoir poser sur le fait que il manque un peu de développeurs. Oui, tu as raison. Je rebondis un petit peu sur un chiffre qui me fait bondir, c'est le cas de le dire, c'est 65%.
65% des applications low-code représenteront les applications low-code, représenteront plus de 65% des applications dans le futur. Et ça, ça m'étonne pas. On manque de développement. Des développeurs aujourd'hui, on manque de développeurs. C'est un combat depuis 20 ans où on voulait former justement les développeurs. On a créé des associations, j'ai créé avec des amis des associations fiers d'être développeurs pour justement revaloriser un petit peu ce métier. Et on s'aperçoit que il en manque quand même encore aujourd'hui. Et ce qui est bien, et ce qui m'intéresse, et ce qui me fait pas sourire, mais être joyeux, on va dire, hein, c'est que du coup, Microsoft vient aux développeurs. Tu vois, c'est-à-dire que quand on parle de low-code, ça ne veut pas dire que c'est du quick and dirty forcément. C'est tout simplement proposer à chacun d'exprimer leur créativité en développant des applications qui auront de la valeur ajoutée dans leur métier. Exactement. Rappelle-toi d'Excel, les power users qui développaient les applications. Je suis un fan d'Excel et d'Access. Rappelle-toi d'Access, effectivement. D'Access qui permettait de vulgariser la base de données à tout à chacun. Voilà, le low-code, entre guillemets, ce sera pas forcément quelque chose de bas niveau. Ça sera pas forcément quelque chose de médiocre. C'est tout simplement que le développeur, ou celui qui va construire l'application, n'aura pas à se préoccuper des arcanes d'un langage de programmation. Exactement. Il a une grammaire à avoir, mais il a des outils à disposition qu'il doit maîtriser. Puis en termes de sécurité, en termes de déploiement, tout ça c'est fait pour lui, il n'a pas à s'occuper de tout ça. Exactement. Et donc, cette Power Platform, on la connaît vraiment, vous la connaissez vous, parce que on l'a présentée, c'est pas nouveau, on l'a présentée depuis déjà quelques années. La Power Platform, elle prend de plus en plus d'importance, il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de complexité qui est dedans aussi, qui vient derrière. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la Power Platform, c'est du low-code first, c'est-à-dire qu'on va construire des applications, on va mettre à disposition des outils, qui sont plutôt basés sur le low-code dès le début, mais qui vont forcément aller plus loin. Les premiers qu'on le connaît, c'est ceux qu'on voit, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, qui sont vraiment ce qu'on voit et qui va permettre vraiment de développer et de construire une application assez rapidement. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est en dessous. La partie connecteur donc API. Donc c'est vraiment des choses à savoir. Donc dès qu'on va commencer avec des connecteurs qui sont disponibles sur le marché, on a plus de 350 connecteurs. Mais derrière, on va le voir justement, on va en parler. On a des API derrière. Qu'est-ce qu'une API ? Il faut connaître un peu ça. Mais c'est un peu un second couteau en fait. Plus on va apprendre la Power Platform, plus on va aller sur ces parties techniques. Tu vois, moi, ce que j'ajouterais, parce que c'est vrai qu'on compare souvent le développeur pro et le développeur citizen. Ouais, souvent. C'est ce qu'on retrouve dans notre, on les met dans notre documentation. Exactement. Voilà, on les met effectivement en face à face, alors qu'on peut très bien développer sur la Power Platform en étant un développeur pro. Moi, je trouve que pour les développeurs pro... C'est quelqu'un qui fait du C++ encore ça peut, ça peut. La Power Platform, c'est un vrai compagnon aux développeurs pro. Véritablement. C'est-à-dire que tu peux développer des couches basses, ok ? Mais du coup, au-dessus, tu peux utiliser cette Power Platform pour tirer toute la quintessence, de tes API. Et ça, je trouve ça, c'est très, très intéressant. Exactement. Donc voilà, cette Power Platform, vous la connaissez. Et en fait, ça va permettre de répondre à beaucoup de sollicitations métiers. On va revenir un peu dans le détail, justement, sur cette partie-là. Alors, quand on parle de Microsoft Teams, on parle de la plateforme Teams plutôt autour du développement. Donc, vous savez, on peut communiquer, collaborer, faire pas mal de choses. Là, quand on parle de Teams, c'est comment venir, tout compte fait, en tant que tiers, intégrer son application dans Microsoft Teams. Donc, comment venir personnaliser et étendre Teams et apporter de la valeur ajoutée à Teams. Alors, pour ce faire, on a un certain nombre de technologies, on a un certain nombre de contextes, on peut développer du bot, on peut développer des messaging, on peut développer des notifications, on peut s'intégrer avec des onglets dans des équipes ou dans son espace personnel. On a pléthore de choses qui nous permettent de venir, tout compte fait, profiter de cette plateforme Teams et l'intégrer de façon cohérente, Pierre, à Teams. Surtout dans les usages. Alors, c'est important les usages. Effectivement. Il faut bien garder à l'esprit que Teams maintenant est notre
hub d'entrée et en plus en ce moment, est notre hub d'entrée quand on va commencer le matin notre travail. Pouvoir disposer de son application ou avoir à disposition son application fétiche et rester dans cet environnement Teams et partager surtout l'information que l'application pourrait nous retourner avec les autres, c'est quand même très important. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que ça remplace un peu notre Outlook. En fait, ça remplace un peu notre Outlook. Très bien. Toute la session qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment vous parler en fait des nouveautés qu'on a vues sur la partie Ignite. D'accord, Ignite, c'est une conférence Microsoft qui est importante parce que elle a eu la semaine dernière. On a eu plein d'annonces. Elle n'est pas que Business App ou Teams, elle est vraiment multi-technologie. Et donc toutes les nouveautés sur lesquelles on va parler, on en a récupéré certaines. Et en fait, voilà, je vous ai mis là le lien pour récupérer vraiment tout ce qui a été dit là-dessus. En plus, sur la partie Power Platform, on a une version qui est tout le temps en place, c'est-à-dire que tout le monde est toujours sur la même version. On a 2 versions vraiment majeures qui sortent en avril et en octobre, d'accord ? Donc justement, début octobre, on va le voir, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sur la Power Platform. Ce cadencement en fait de release, d'accord, il est toujours le même, d'accord. Donc à chaque fois j'ai ces questions, mais quand est-ce que ça arrive, etc. C'est toujours la même. 2 mois et demi avant, on publie en fait le release plan. Après, on met à disposition les early access et les sandbox pour pouvoir développer. Et à partir du 1er octobre, par exemple. Le jour J, on va commencer à déployer cette version qui est unique à tout le monde. Donc c'est pour ça que ça tombe bien qu'on fasse ça aujourd'hui, parce que justement, on va parler de ces nouveautés qui arrivent là, qui sont là maintenant, aujourd'hui, disponibles. Bien sûr, il faut toujours regarder si les dates correspondent, parce que des fois, on va être sur une release et le déploiement va se faire des fois en décembre ou quelques mois après, ou vraiment le jour J. Les release plans, elles sont toujours disponibles. Je vous ai mis les adresses là. Ils sont importants à aller voir ces fameux tableaux parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir si c'est disponible et quand ce sera disponible. D'accord ? Maintenant, on va parler de quelque chose d'important, d'une annonce qui a eu lieu dernièrement, la semaine dernière, qui a commencé au mois de juillet avec Inspire et qui a été vraiment confirmé la semaine dernière, le Project Ogdels. C'est un peu ton côté coup de cœur, celui-là. Ah, c'est mon côté coup de cœur à Donf parce que je suis vraiment fan de ça. Pourquoi ? Avant, on avait Teams qui référençait, en fait, qui utilisait quand même Power Apps et Power Automate. En fait, ce que faisait Teams, c'est qu'on construisait un Power Apps, on construisait un Power Automate et on intégrait en fait ça dans Teams. Voilà, on l'utilisait comme un énième média d'utilisation, comme un énième trigger de déclencheur de quelque chose. Mais en fait, c'était un référencement. On n'était pas vraiment complètement intégré. Ce que le projet Ogdels fait, c'est qu'en fait, il va intégrer tout ça dans la même plateforme. Ça veut dire qu'on est toujours dans Teams et tout d'un coup, on va avoir accès à Power Apps et Power Automate directement dans Teams. Et encore plus important, on va avoir accès à une base de données relationnelle construite sur le moteur du Common Data Service. Donc ce moteur que l'on connaît bien, le moteur du Common Data Service, on le répète, c'est le moteur Dynamics, c'est le moteur qui supporte tout ça, mais il est maintenant intégré dans Teams et utilisable dans Teams très facilement. Ce moteur, il va nous permettre d'avoir une base de données relationnelle, de construire des relations 1N, N1, NN, tout ce qu'on veut, d'avoir une sécurité, des habilitations qui sont disponibles, adaptées à Teams surtout, parce qu'on va pouvoir gérer les gens qui sont dans les canaux, les gens qui sont dans l'application, les gens qui sont à l'extérieur. Donc on va avoir vraiment une base de données complète maintenant, disponible, voilà, qui va être simple à utiliser. Une base de données, on en avait une qui s'appelait souvent, quand on était sur du monde Teams, on utilisait quand même SharePoint énormément. C'est une formidable plateforme SharePoint, mais en fait, c'est vrai que pour construire les applications métiers, c'était pas forcément adapté. Et donc, on préfère vraiment utiliser cette base de données du Project Ogdels pour pouvoir construire ces applications. D'accord, donc si je focalise un peu ce que tu dis, Pierre, ça veut dire que Teams, entre autres, on peut faire effectivement de la collaboration, plein de choses, partager, travailler, faire des meetings. On a aussi maintenant une base de données, mais ça ressemble un peu à Access, ça, non Ça est du Access, mais dans Teams, et en cloud, et sécurisé, et avec du SSO. D'accord.
Facile à déployer, facile à l'application déployer. est tout de suite disponible dans les canaux de distribution. Exactement. Exactement. Et c'est ça en fait qui est intéressant, comme tu disais, ça permet vraiment. L'utilisateur, il est dans Teams, il va rester dans Teams, il va construire son application et en fait, le déployer, ça va être beaucoup plus simple, d'accord ? Il est déjà sécurisé parce que la DSI l'a déjà sécurisé, d'accord ? Et qu'on a déjà en fait des administrateurs qui ont sécurisé tout ça et on n'a plus besoin de s'embêter à gérer ce parti déploiement, quoi. D'accord. On est vraiment sur la construction d'applications. Grosse nouveauté. Bah pour symboliser ça, en fait, une petite démonstration de la plateforme. Donc on le voit, on est dans Teams, Eric. On est vraiment dans Teams. On fait une nouvelle application. On a la partie dans onglet Apps. On vient sélectionner ici une équipe dans laquelle on va construire l'apps. Et là, le studio Power Apps s'ouvre et on reste dans Teams. Donc là, on voit bien qu'il est intégré à Teams. Exactement. On voit bien que là, on parle pas de Teams en tant qu'outil, mais on parle de Teams en tant que plateforme. Exactement. Et là, ce Create Table est important. C'est ça, en fait, cette nouveauté du Project Ogdel, c'est que le Create Table, quand je vais le construire, il est à l'intérieur de Teams. Maintenant, on a un nouveau portail de création de table. On le voit qui va mêler, en fait, la partie création de champs avec tous les types de données que l'on a autour du CDS, qu'on connaît, d'accord ? Mais en plus, la partie visualisation de données en même temps. On va être sur la construction et la visualisation des données. D'accord ? On va avoir les types, là on voit les types option set, donc les listes de valeurs ou des choses comme ça, des champs dates, des champs adresses. On va construire en fait tout un tas de champs à l'intérieur. Et pouvoir les voir en même temps, on va le voir, rentrer des données, importer des données directement à l'intérieur de ce portail. Donc voilà, on voit les données qui sont rentrées comme ça pour tester. Et vraiment, c'est ça le Project Ogdel, c'est vraiment avoir cet accès à cette base de données complète à l'intérieur de Teams. Et ce nouveau portail-là de création, c'est ça aussi une nouveauté qu'on n'avait pas auparavant. Avant, on construisait et si on voulait voir les données, on cliquait sur un autre onglet, c'était deux choses différentes. Maintenant, tout se fait en même temps. La nouveauté aussi, elle est là. C'est qu'une fois que j'ai validé, automatiquement, ma Power App se construit automatiquement. On va avoir une galerie là sur la gauche qui symbolise les données, le formulaire sur la droite et automatiquement, on va pouvoir directement... Donc là, je me retrouve, tout compte fait, dans mon portail pour construire mon appli. On fait du Power Apps comme on a toujours fait, mais il nous a déjà donné un template pour aller beaucoup plus vite. D'accord. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour construire l'app. Alors là, c'est un template, hein, Eric. Ça nous resterait pas. Je peux quand même modifier parce que là, c'est pas très très joli quand même. Ouais, c'est pas très très joli, hein, mais là, on le voit par exemple. Là, j'ai fait des entreprises. Forcément, j'ai des personnes qui sont dans mes entreprises. Je vais pouvoir en fait construire en fait ma table personne, construire une relation avec mon projet entreprise. D'accord, de faire une relation de 1 à plusieurs traditionnelle comme on faisait exactement. Il y a 25 ans dans Access. Exactement, sauf que là on le fait directement, très facilement et c'est vraiment accessible à tout le monde, hein. On le voit, c'est vraiment, on remplit vraiment un assistant. Là on le voit, ma relation, je la construis là. Ma relation va se faire ici avec mon entité entreprise et une fois que j'ai validé, en fait, ma relation automatiquement se fait. On peut faire des relations 1N, N1 ou même NN, d'accord, qui sont vraiment des relations spécialisées, on connaît dans la partie CDS, qui lui va gérer cette relation NN à l'intérieur. Une fois qu'on a ça, on le voit hein, dans l'application, on a en fait nos deux entités, nos deux tables qui vont se retrouver complètement à gauche. Et on va venir intégrer, comme on a l'habitude de faire dans du Power Platform, cette partie personne. Donc là, on le voit, on va construire une galerie. Cette galerie, on va la positionner et on va venir automatiquement. Donc là, tu construis l'écran, on est d'accord. Hein. Ouais, dans l'écran. Et en fait, regarde, on a une petite grammaire à avoir. Hein. Ça fait partie de la grammaire. Ouais, on est d'accord. Ce que tu disais, hein, ça fait partie du langage de programmation, entre guillemets, de Power Platform. J'appelle ma galerie, ce qui est sélectionné, et dedans, je viens appeler tout mon dataset. Voilà, tu vois, on parle de low-code, mais il y a quand même un certain nombre de choses à connaître. Hein. Ça fait partie d'une grammaire. Enfin, il y a pas de magie. Hein. Il faut connaître des choses, il faut rentrer dans la technologie. Et donc là, ça fait vraiment partie de cette partie-là. Donc voilà, c'est ça le Project Ogdel, d'accord ? Et là, tu es en train de la publier tout fait dans ton canal. Dans mon canal, exactement. Donc on construit sur un Teams et on publie dans un canal. Donc canal privé, pas canal privé, habilitation, etc. Et c'est fait. Terminé. Le fameux onglet,
l'onglet qui s'est automatiquement mis là, d'accord, Ok, qui est là, vraiment on a accès. disponible. On est sur l'application qu'on a construite. Une application simple, hein, j'en suis vraiment conscient. Mais déjà, avant, il fallait construire un SharePoint, il fallait revenir, référencer, remettre la Power Apps, etc. Mais Je n'ai surtout, rien quitté. là, on est vraiment bien intégré à Ouais. Teams. J'ai chronométré 6 minutes. Ouais, Super. 6 minutes, j'ai une application potentiellement qui peut être utilisée en production. T'as accéléré la vidéo là quand même. Même pas. D'accord. Même pas. Donc voilà, intéressant ce Project Ogdels. C'est vraiment la création d'une application via Teams. D'accord ? On ne remplace pas du pure dev, on est bien d'accord. Ça répond à un besoin de personnes qui ont besoin à un moment donné de faire des choses. D'accord ? On va construire sur Teams une application et c'est ça qui va être intéressant. Ok. D'accord ? Des modèles sont disponibles, hein. On peut déjà préconstruire des modèles, hein. On est très modèle, on l'a vu sur la partie Power Apps, on a des templates qui sont disponibles. On peut déjà partir d'assets qui sont déjà disponibles et modifiables. La base de données, c'est pour moi le centre névralgique de cette Project Ogdels, c'est vraiment ça qui va être intéressant. On a vraiment la possibilité de lier des entités entre elles, de mettre des règles métiers à l'intérieur, ça va être hyper intéressant là-dessus. Et c'est ça en fait la force de ce Project Ogdels, c'est cette partie base de données. La partie déploiement, une simplicité enfantine, on l'a vu, hein, j'ai cliqué, j'ai fait une application, elle était sur la partie onglet, tout est disponible. Maintenant on va gérer les habilitations dans Teams, on ne va pas être à 2 endroits différents, tout va se faire dans Teams. Qui a accès aux données ? Les gens qui sont dans Teams. Qui n'a pas accès aux enregistrements ? Les gens qui n'ont pas forcément accès aux Teams, ou je peux forcément leur donner accès. Tout va se gérer dans Teams. Ok. Bonne intégration quand même. Hein. C'est ouais. Parfait. Franchement. Parfait, j'adore. Ça me donne des possibilités pour l'avenir. C'est vrai ? Bon, Ouais. tant mieux. Super. Bon, Alors, justement, Eric, il fallait que, comme on fait une session à deux, il fallait quand même du dev, quoi. alors non, on va pas parler de dev, mais je le disais tout à l'heure, Power Platform, c'est véritablement le compagnon des développeurs pro, entre guillemets, pour enrichir justement quoi ? Venir enrichir l'utilisation des API. Ouais. Voilà. Par contre, une API, quand on la développe, elle fournit de la valeur ajoutée. Par exemple, tu as des règles métiers propres, c'est toi le meilleur dans ces règles métiers, tu veux les fournir à d'autres développeurs. Je t'ai enregistré, je reciterai. D'accord. C'est moi le meilleur. Tu veux la fournir à d'autres développeurs, du coup, on va passer par une passerelle qui va fournir un certain nombre de fonctionnalités pour justement décharger le développeur pro d'un certain nombre de choses. Par exemple, cette passerelle d'API, elle va pouvoir gérer la sécurité, gérer les seuils d'appel, gérer les quotas sous forme de policy, gérer les certificats SSL. Mais cette passerelle d'API et API Management fournit aussi, pour les développeurs back-end que tu vois Ouais. sur la partie droite de la diapositive, API qui peuvent se trouver à demeure sur Azure ou dans un cloud. Hein, on est d'accord. D'accord. Va fournir à d'autres développeurs qui veulent utiliser cette API, des développeurs qui peuvent développer en Java, en C++, en Python, en n'importe quel Donc, pas que de langage. Microsoft. Pas forcément que de Microsoft, va fournir un portail des développeurs pour pouvoir l'utiliser. Ouais. Éventuellement aussi, portail des développeurs, si moi je fournis mon API, c'est aussi pour la monétiser, Ok. hein, Pierre. Et puis pour le développeur de l'API, un portail d'éditeur qui va permettre d'éditer son API, de créer ce qu'on appelle des produits, de faire un certain nombre de choses. Voilà. Ok ? Ok. Alors la grosse nouveauté, je te dis, le compagnon, c'est que quand je développe autour de la Power Platform, je peux aussi développer ce qu'on appelle des connecteurs personnalisés. Connecteurs personnalisés qui, en règle générale, peuvent être liés directement à une API back-end. D'accord. Sauf que là, avec Azure API Management, on va venir vivre en symbiose avec Power Apps. Ah, Et c'est ça qui est bien. important. On va permettre, tout compte fait, aux développeurs de l'API de venir créer automatiquement un connecteur personnalisé dans le portail Power Apps. Je crois qu'on a une petite démo juste après. Donc voilà, là je suis sur Azure. Sur Azure, j'ai mon API Management. Ok. Je vais choisir mes API. D'accord ? Donc ça va arriver. Je tape moins vite que toi. Ces API, elles ont été donc enregistrées, provisionnées dans API Management. J'ai un certain nombre de méthodes, comme Ok. vous le voyez ici, et je vais exporter. Je vais Directement. exporter, et là, regarde, j'ai un nouvel onglet, quoi, une nouvelle
oui, onglet qui apparaît directement sur Power Apps. D'accord. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va automatiser la création d'un connecteur personnalisé dans Power Apps. Ok, d'accord. Donc là, on a cette phase d'automatisation, de création. Donc je vais basculer du côté Power Apps. Et là, du côté Power Apps, je vais faire une recherche de mon connecteur. Et c'est ça, en fait, cette fameuse intégration, c'est la création automatique de ce connecteur. Quoi. Exactement. Donc voilà, on va retrouver mon connecteur que j'ai appelé CNA Catalogue, qui simplement me fait une liste de mes catalogues, de mon catalogue. On voit ici que je pointe non pas sur mon API directement, mais bien sur API Management. D'accord. C'est ma passerelle, hein, on est d'accord. Et je retrouve l'intégralité. La grammaire que tu avais de ton API. Ensuite, je peux tester directement, ça tu connais, hein, on peut tester directement pour tester justement la validité et que ça fonctionne correctement. Et puis après, je peux créer une connexion. Et une fois que j'ai créé cette connexion, je peux la réutiliser dans le projet Ogden, par exemple, ou directement dans mon application Power Apps. On est vraiment dans les custom connecteurs qu'on connaît depuis quelques années maintenant. Et en fait, donc vraiment, ça vient vraiment automatiser ce passage de l'API Management à donc, on voit connecteur custom. Pas mal. J'ai mon API backend. Je vais mettre un intermédiaire qui sera API Management. Ouais. Et je vais créer ce connecteur automatique. Pas mal. C'est bien. Ça permet de simplifier quand même pas mal de choses. En récap, c'est vraiment top parce que ça veut dire que tout d'un coup, on est vraiment sur un monde dev. Parce que, API Management, moi, je connaissais, mais je l'ai juste utilisé des fois de temps en temps pour transformer du SOAP en REST. Mais ça s'est arrêté là. Ah oui, effectivement, oui. Mais là, en fait, ça veut dire qu'automatiquement, on va pouvoir l'utiliser dans du Power Apps. Tout à fait. Plus facilement. Tout à fait. Ok. Et à savoir en plus que le coût, moi je sais que le coût en fait de la partie Power Apps qu'on va utiliser, il est compris dans le coût de API Management. Il n'y a pas de coût supplémentaire. D'accord. Donc ce qui va permettre de construire des applications complètes là-dessus pour les développeurs directement sur API Management. Top. Troisième sujet autour de ça. Ah, petite chose, je reviens, j'ai oublié de te dire. En fait, ça existe depuis un petit moment, depuis février, sur la partie SQL Server. Azure SQL Server a aussi ce petit bouton de construire une application directement depuis une table. Donc construire un connecteur personnalisé. Exactement. Alors, ça n'utilise pas un connecteur personnalisé, ça utilise directement le connecteur Azure SQL. Et ça intègre, en fait, ça pré-remplit tout ce qu'il faut et ça construit directement l'app. Là, on va même plus loin, ça ouvre l'app et ça construit déjà l'app. C'est pas mal. Donc, on voit de plus en plus d'intégration avec Azure Quand et les développeurs. Symbio, c'est de la phagocyte. C'est ça. Mais on n'est pas l'un contre l'autre. Troisième sujet, ce qu'on voulait aborder, c'est cette partie Power Automate Desktop. D'accord ? Sujet vraiment important parce qu'il y a un espèce de... Il s'est passé en fait pas mal de choses autour de ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est le sujet du RPA. Donc l'année dernière, on a sorti cette partie UI Flow qui a été annoncée à l'INAIC de l'année dernière, si je ne m'abuse. Et c'était vraiment une partie RPA. Pour ceux qui ne connaissent pas le RPA, c'est ce qu'on appelle le Robotic Process Automation. C'est prendre la place de quelqu'un sur son poste de travail et faire les opérations à sa place. Le logiciel va prendre la main, va cliquer, en fait, va bouger la souris, va cliquer sur les menus, va écrire à la place de la personne, va envoyer des sign keys qu'on connaît. Ah oui, tu rigoles. Oui, pardon. On connaît ça depuis longtemps, hein, mais c'est vrai que moi je faisais du VB-script avant, on envoyait des sign keys pour essayer de faire des choses. Et en fait, ça fait tout ça, mais en fait, ça va l'automatiser. Ce qui est intéressant, c'est que ça va le globaliser, ça va le variabiliser. On va avoir des outils pour variabiliser toute cette partie-là. Et surtout, construire des scénarios qui vont être derrière utilisable très facilement avec du Power Automate ou du Power Apps, d'accord ? Donc si on peut pas construire d'API, potentiellement je peux construire un scénario autour de RPA pour automatiser l'usage d'un... Pour tester une interface graphique, c'est pas mal, non ? Déjà pour tester une interface graphique, mais par exemple une API sur de AS400, plus compliqué. Mais là, je peux faire des API autour d'un AS400 avec cette partie RPA. Et donc cette partie RPA, UI Flow, qui était annoncée l'année dernière, on est parti d'une feuille blanche, hein, on a construit cette partie produit. Et pour accélérer, en mai, on a acheté un produit qui s'appelle Softomotive, qu'on a intégré juste là, qui a été annoncé, et qui est Power Automation Desktop. Donc Power Automate Desktop, pardon.
Power Automate Desktop, d'accord, on le voit, c'est directement disponible maintenant. Vous l'avez, vous, disponible sur votre plateforme. Vous pouvez le tester si vous voulez. C'est assez simple. On va lancer en fait une fois la création d'un scénario, d'accord. Une fois qu'on va créer ce scénario, la partie en fait Desktop va prendre la main et on va en fait derrière avoir une application qui va nous permettre d'enregistrer et de gérer ces scénarios de clics en fait sur notre desktop. Les scénarios sont assez simples. On va pouvoir construire, aller dans n'importe quelle application et lui, en fait, va venir enregistrer tout ça dans une interface bien particulière. On le voit dans la démo, une fois qu'on a lancé l'enregistrement, on le voit en fait sur la gauche, on a vraiment tout ce qu'on a fait. Donc là, clic-bouton, send key, on va identifier des fenêtres, on va cliquer sur des menus, on va pouvoir récupérer des valeurs qui sont affichées à l'écran pour pouvoir après plus tard variabiliser les choses, d'accord ? Donc là, on n'est pas sur du pur développement script comme on pouvait faire avec Senki. Moi, j'avais plein de petits outils comme ça que j'utilisais. Là, on va être un peu sur un niveau plus haut. Et derrière, on va le voir, on a plein de possibilités sur la gauche de pouvoir variabiliser ça, de pouvoir intégrer des variantes sur nos scénarios et par exemple construire des boucles ou des choses comme ça, prendre des décisions, mettre des règles métiers, faire des ifs, un peu de logarithmie sur cette partie scénario RPA. Alors, moi je dirais il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que ça, l'enregistrement justement d'interface graphique, d'action sur une interface graphique, on avait déjà ça. Mais ce que je vois, parce que là je découvre en même temps que le public, ça va beaucoup plus loin quand même. Hein. Ça va ne serait-ce que de pouvoir mettre des boucles, faire de l'algorithmie, c'est... Exactement. Et surtout qu'on va déjà avoir pas mal de scénarios. Quand on le voit sur la gauche, on a de l'OCR qu'on va pouvoir utiliser, etc. On va pouvoir reconnaître des boutons, l'intérieur des boutons. Si on n'arrive pas à voir ça, on va pouvoir souligner, récupérer vraiment le bouton, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. On va pouvoir faire plein de choses. C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde qui arrive, mais il est aussi dans la Power Platform. Quand même. On s'aperçoit que c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre, sur lequel on va pouvoir interagir, pouvoir vraiment construire des choses qui ne sont pas potentiellement apaisables ou que les utilisateurs ne vont pas pouvoir apaiser. Parce qu'un utilisateur, il sait faire ces choses, hein. Cliquer sur Excel, il sait faire, mais il va peut-être pas savoir apaiser les choses, il va pas avoir cette grammaire. Là, il va pouvoir enregistrer son scénario, le rendre disponible et automatiser ça et l'utiliser dans Power Apps ou Power Automate. Moi, je trouve que c'est une avancée certaine sur pas mal de choses. J'ai des partenaires qui utilisent en fait des technologies qui sont pas forcément apaisables, qui vont pouvoir l'utiliser, l'automatiser, le centraliser, le sécuriser. Assez simplement. Et maintenant, ça, c'est disponible. Je l'utilise pour automatiser plein de choses. Il y a beaucoup de process Microsoft pour automatiser. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que tu penses à ça. Moi, j'étais pensé à la même chose. Non, les vacances, par exemple. Ah, les vacances, on est d'accord. Teams. Il fallait mettre du Teams parce que Hub, on peut pas le contourner, quoi. C'est vraiment top. Je vois que tu as fait une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. C'est vrai ? On la changerait à... à Ignite, il y a eu énormément d'annonces sur les nouveautés Teams, sur la sécurité, sur l'identité, sur le consentement, les rôles, etc. Là, je voulais me focaliser sur une nouvelle fonctionnalité vraiment qui était attendue depuis quand même très longtemps par les développeurs. On en parle depuis quelques années maintenant, même si Teams est très jeune. C'est la possibilité de venir intégrer son application dans un meeting. D'accord. Dans un meeting virtuel, bien sûr. Donc, 3 moments importants clés dans le meeting. Il y a avant le meeting ou avant la réunion. Et là, on va utiliser les technologies dont je vous ai parlé, les techniques dont je vous ai parlé en début de présentation. C'est-à-dire, on va pouvoir préparer, quand on fait cette réunion, en interrogeant un bot, en récupérant, je sais pas moi, le numéro du client, en préparant un certain nombre de choses, en mettant des notes, voilà. Ça, c'est le premier moment, et son application va pouvoir venir l'intégrer à ce premier moment. Le deuxième moment, c'est pendant la réunion.
Tu peux cliquer. C'est fait. C'est pendant la réunion. Et là, si vous êtes observateur, dans la réunion maintenant, je vais avoir un nouvel, pas un onglet, mais une nouvelle surface où va venir s'intégrer mon application qui est à droite de la réunion. D'accord. Tu le vois, Pierre. Ouais, je le vois. Ouais. Et là, c'est très important parce que du coup, je vais pouvoir venir interagir en tant que utilisateur et en tant que personne qui participe à cette réunion. Hein. Ouais. Je vais pouvoir interagir ou obtenir un certain nombre de chiffres clés, par exemple, ou avoir des actions. Je peux même aller plus loin. Même pendant la réunion, ça. Même pendant la réunion. Là, on est pendant la réunion, justement. On est vraiment pendant la réunion. Donc, le contexte est récupéré pour... Alors, le contexte est récupéré. On peut récupérer le contexte des personnes, leur rôle, leur donner... donner des actions à faire, voilà, il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs, si tu cliques, là, je peux interagir directement. Mon application. Là, on est dans la réunion. D'accord. Rappelle-toi ce que je disais tout à l'heure, pour que ça soit très clair. On a, avant, 3 contextes. On va dire les 2 plus importants. Le contexte personnel, où je suis tout seul dans ma cour. Bah, tiens, par exemple, l'application Power Apps, elle est dans ce contexte personnel. On va dire le contexte d'une équipe. Ouais. Où là je suis dans une équipe et dans un canal particulier. Et là maintenant on a le contexte de cette réunion. De ce contexte de cette réunion, je peux faire plein de choses. Tu vois que là, la liberté et la création est libre pour les développeurs et pour les éditeurs de logiciels. Mais surtout, il y a un 3e moment aussi qui est important, c'est l'après-réunion. Et là, l'après-réunion, je peux venir collecter un certain nombre de choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qui ont été mentionnées dans cette fameuse réunion pour faire ce début de rapport, de compte-rendu de réunion. Déjà qu'on n'en a pas de compte-rendu de réunion, alors là, ça nous fait le compte-rendu. De commencer à synthétiser les données, synthétiser les données, d'assigner un certain nombre de tâches. Extrêmement important de pouvoir justement maintenant venir s'intégrer à cette réunion. D'accord, okay. Top, c'est pas mal ça. Ça permet. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'était un petit focus que je voulais faire parce que je pense que c'est une des annonces importantes de l'Ignite. D'accord. Il y a eu d'autres annonces sur Teams, il y a eu d'autres annonces sur Teams qui sont beaucoup plus, on va dire, focalisées sécurité, qui risquent d'être un petit peu ennuyeuses à expliquer ici. Ok. Voilà. La session vient à sa fin. C'est déjà fini, Eric. Écoute, c'est vrai. Non, le temps passe vite. On va dire merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout quand même. Merci. Parce que voilà. Donc, ce qu'il y avait vraiment à retenir, moi je trouve qui est intéressant, c'est cette partie Night. On vous a mis l'URL. Allez voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Je pense que c'est vraiment intéressant. Cette partie Power Platform avec le Project Ogdels, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment changer beaucoup de choses pour les partenaires, qu'ils soient Business App ou la Modern Workplace. Souvent, on les met face à face, un peu comme des développeurs et des citizen dev. Mais non, là, en fait, c'est des gens qui savent travailler en collaboration, qui vont venir aider des gens qui savent travailler sur des Business Apps pour être sur un seul monde qui est le Project Ogdels. Donc ça, c'est top parce que vraiment, et je le vois à force de travailler avec les partenaires, j'ai appris des 2 côtés. Je connais beaucoup le Business App et le Modern Workplace m'ont appris énormément de choses. Et donc là, ça va vraiment être ça. La partie RPA, tout un nouveau monde qui apparaît de développement et d'usage simple des applications et d'intégration dans les entreprises. C'est vraiment un autre produit qui va venir s'intégrer complètement avec la Power Platform. Donc vraiment quelque chose qu'il faut investir cette année là-dessus. La partie dev, maintenant on arrive. Voilà, t'as fait. Moi, la Power Platform, pour moi, c'est un compagnon en fait des développeurs professionnels. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, on a cette intégration à API Management. Donc là, on voit bien qu'il y a une velléité de la part de Microsoft de pouvoir tirer profit à la fois de la simplicité de la Power Platform et donc de la fournir tout compte fait à des développeurs professionnels. Exactement. Okay. Sur Teams, plein de nouveautés, comme je le disais. Alors, entre nous, pour les développeurs pro, on aura du vrai SSO, Single Sign-On, intégré à Teams. On a aussi rajouté des consentements
et des autorisations simplifiées pour les utilisateurs de Teams. On en reparlera sans doute au cours de l'année. Et puis surtout, grosse nouveauté, c'est cette intégration du contexte. D'une réunion qu'on peut, de la même manière, et là pour les connaisseurs, c'est dans le manifeste de l'application qu'on décrit où se trouve maintenant, dans quel contexte on va se trouver avant, pendant, après la réunion. Ouais, moi ce que j'ai retenu, c'est que j'ai plus besoin de faire de compte rendu. C'est effectivement ça. C'est magique. On va peut-être un petit peu corriger. Un petit peu. Ok, bah on vous remercie beaucoup pour cette session. Merci à Eric. Tous, et puis bonne suite de conférences. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cyrus Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine. Nous gérons 4,2 milliards d'actifs. Nous avons 200 collaborateurs, 70 consultants patrimoniaux et 14 implantations. Notre raison d'être, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine. L'idée, c'est de mettre en cohérence leur patrimoine et leur projet de vie. Donc, nous avons lancé ce projet CRM en 2017 avec un double objectif, une qualité de service client qui soit différenciante et des process internes qui soient aussi simplifiants pour nos équipes. Le but, c'est vraiment de leur libérer du temps commercial auprès de nos clients et de pouvoir automatiser, simplifier tout ce qui peut l'être. C'est un métier assez compliqué puisqu'il y a vraiment une multitude de cas à gérer et beaucoup de spécificités en fait en fonction des différents investissements que peuvent faire les clients. Donc le but, c'était de donner un peu des clés à l'utilisateur en simplifiant toute la partie réglementaire, notamment en l'automatisant grâce à plusieurs services qu'on a associés au CRM. Et également justement d'agréger le plus de fonctionnalités liées au métier dans un seul interface, donc une interface unique, donc, qui est justement ce CRM. Nous avons mis en place un CRM qui pour nous va au-delà de la simple relation client. C'est un CRM qu'on appelle front to compta, c'est-à-dire qu'il embarque l'ensemble des services de l'entreprise, depuis la prospection de nos clients jusqu'au suivi du chiffre d'affaires. Dans cet outil, nous gérons des simulations d'investissement, des allocations d'actifs, des documents qui peuvent être personnalisés et pré-remplis par l'outil. Et nous gérons également toute la relation avec nos apporteurs d'affaires, ainsi que le suivi du chiffre d'affaires de l'entreprise. On a décidé, en fait, de par l'intégration, grâce à l'intégration de Microsoft Dynamics, d'aller un petit peu plus loin et de rentrer vraiment les deux pieds dedans sur la stack Microsoft, notamment par l'intermédiaire d'Azure, de Microsoft Dynamics, d'Office 365, de Power BI. On est vraiment resté dans le giron de Microsoft. On s'est dit que ça allait être un facilitant, chose qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Le choix du CRM chez Microsoft a été une évidence pour pouvoir nous permettre de faire évoluer l'outil à notre main. Nous avons été rapidement séduits par le dynamisme de l'entreprise, l'énergie qui dégageait des équipes et par la connaissance de tout de notre marché. C'était pour nous un des éléments essentiels pour pouvoir accélérer et pouvoir avoir un projet CRM qui se déroule rapidement, qui se déroule dans la sérénité. Ce qui a été un plus pour nous, c'est ce côté vraiment challenge. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés d'aller là où on voulait les emmener, ils nous ont challengé tout au long du projet. Puisque je pense que sans le travail conjoint avec 12, aujourd'hui, une partie du système d'information ne serait pas le même et on aurait probablement été moins loin dans la définition des différents projets et dans leur mise en œuvre que là où on en est aujourd'hui. On a abordé le projet Cyrus de manière un peu originale, donc on s'est tous mis autour d'une table pendant 2 semaines pour faire ce qu'on appelle un planning game, où on a traité les aspects métier, intégration et adoption, pour identifier quels étaient les principaux enjeux pour Cyrus auxquels on devait répondre et proposer une roadmap qui soit à la fois agressive mais réaliste. Donc on a d'entrée de jeu voulu positionner le CRM à la fois dans le SI mais aussi pour les collaborateurs comme pierre angulaire de la transformation de Cyrus. L'idée c'est que le CRM devienne à la fois l'outil central d'un point de vue technique, donc toutes les autres briques du SI client gravitent autour du CRM et ça se retrouve aussi sur le volet utilisateur, donc un utilisateur passe par le CRM pour accéder à toutes les informations et autres applications métiers dont il pourrait avoir besoin. Aujourd'hui, l'écosystème autour de notre CRM, il est essentiellement composé de briques Microsoft. Toute la partie Azure pour tout ce qui va être base de données, développement interne, outils métiers qu'on va développer à l'extérieur ou à l'intérieur de Microsoft Dynamics.
On exploite aussi tous les services en lien avec la base de données pour justement consolider l'ensemble des données de nos différents systèmes et ensuite de pouvoir les adresser au travers du reporting qui est fait sur Power BI. Plus récemment, on a joué un petit peu avec Power Apps, on a développé une application en lien avec l'utilisation par nos clients de l'application mobile de Cyrus. Non, si c'était à refaire, on le referait sans doute plus tôt. Bonjour, mon nom est Richard Ramos et je dirige la filiale française de la société Insight Technologies. Insight est présent dans 21 pays pour 11 000 collaborateurs et a pour vocation d'aider les clients dans leur transformation numérique. Nous le structurons autour de 4 axes. La première, les accompagner dans le choix et la mise en place dans les meilleures conditions économiques des solutions. Le deuxième, pour donner la pleine capacité à leurs collaborateurs de pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises dans l'utilisation des technologies. Le troisième, c'est faciliter la transition des applications et des données dans le cloud. Et enfin, la dernière chose, c'est participer à tout ce qui est innovation technologique autour de solutions directement adaptées à leur métier. Les solutions de Microsoft sont particulièrement riches et adaptées aux besoins de nos clients. La question de savoir si c'est M365 ou Surface qu'il faut privilégier pour proposer une approche à nos clients, c'est bien la conjugaison de ces deux solutions avec notre approche de transformation et de service qui va répondre aux besoins de ces clients. Donc le choix est bien sûr d'avoir les deux en même temps. Pour illustrer ceci, j'ai envie de vous parler d'un projet que nous avons réalisé pour la société Accor. La problématique était de pouvoir intégrer très rapidement des solutions de type Surface dans leur système d'information, tout en privilégiant sécurité et intégration des numéros de série dans le cloud Azure. À cet égard, les solutions autopilote nous ont permis d'intégrer toutes ces machines rapidement et de la façon la plus sécurisée possible et la plus facile. Nous imaginons les projets autour de 4 volets. Le premier, c'est la conception de la solution. La deuxième chose, c'est la planification de la mise en œuvre de la solution. La troisième, c'est la réalisation. Et la quatrième, c'est l'exploitation. Grâce à l'acquisition de la société Venex cette année, Insight se trouve renforcé par une équipe d'une centaine d'experts qui sauront nous apporter aujourd'hui ce que nous recherchons pour nos clients, à savoir la meilleure performance avec les meilleurs outils et dans un temps le plus rapide possible. Nous avons de nombreuses ambitions pour l'année 2021 et je suis optimiste sur notre capacité à les atteindre. La première ambition concerne nos clients que nous souhaitons accompagner sur leur transformation numérique et participer à leur côté à la sélection des meilleurs outils et technologies pour y parvenir. La deuxième concerne nos partenaires avec lesquels nous pensons intéressant de partager auprès de la communauté tous les retours d'expérience et savoir-faire que nous avons pu mettre en place. La troisième concerne nos collaborateurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à la réussite de nos projets. En conclusion, grâce à la confiance de nos clients, aux capacités d'innovation de nos partenaires et en particulier de Microsoft, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, de très belles perspectives de se réjouir s'offrent à nous pour les années à venir. Bonjour, je suis Thomas Leblanc, je suis le directeur général de Selensa. Selensa est un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft. Selensa va avoir 10 ans dans quelques semaines et compte aujourd'hui une centaine de personnes, dont 90 experts des technologies Microsoft. Nous accompagnons depuis plus de 10 ans maintenant nos clients dans leur transformation digitale, dans la modernisation de leur système d'information et dans leur parcours d'innovation à travers les technologies Microsoft et particulièrement à travers d'Azure. Nous réalisons aujourd'hui plus de 97% de notre chiffre d'affaires dans Azure. Nous sommes également un partenaire learning de Microsoft. Nous dispensons un grand nombre de formations sur Azure sur tous les sujets qui sont les nôtres, à savoir la data, l'intégration, la plateforme et également l'infrastructure, le IaaS. Je vous invite à retrouver de nombreux témoignages et de nombreux retours d'expérience de nos clients ou de nos collaborateurs sur notre blog Selensa. Bonjour, je m'appelle Sébastien Roch et je suis CTO Cloud chez Selensa. Le poste de CTO Cloud chez Selensa offre une double responsabilité entre mission interne et mission externe. En interne, j'ai la charge de définir les orientations technologiques pour Selensa et d'élaborer les parcours de formation pour nos collaborateurs. En externe, j'interviens auprès des clients comme référent technique, expert des technologies Azure, pour les aider à structurer et à définir leurs architectures Cloud First ainsi que leur gouvernance dans le cloud. Aujourd'hui,
Selensa est reconnu comme un partenaire d'excellence dans l'écosystème Microsoft de par notre approche pluridisciplinaire au sein d'Azure. Nous accompagnons nos clients DSI sur tout le cycle de transformation cloud pour définir avec eux la stratégie et sa mise en œuvre. Pour répondre à ces besoins, nous déployons un spectre complet de compétences chez nos clients, à savoir de l'architecture, de l'infrastructure, de la sécurité, du DevOps, du Dev, de la data, de l'IA et du monitoring. Selensa se positionne comme un centre d'excellence Azure et de veille technologique qui accompagne les clients et les ESN dans leur cadre de projets de transformation cloud. Bonjour, je m'appelle Édouard Lelong et je suis en charge de Selensa Training qui accompagne la transformation digitale de ses clients par le biais de la formation. Selensa Training, c'est un organisme de formation référencé Datadoc spécialisé dans la montée en compétences sur Microsoft Azure et le DevOps. Nous sommes Learning Partner, nous comptons une douzaine de formateurs qui sont avant tout consultants, employés Selensa et experts bien sûr dans leur domaine. Ils sont nourris d'une expérience permanente du conseil pour apporter un maximum de valeur à nos clients finaux. Nous avons un catalogue de formations riche qui s'articule autour de 3 offres. La première, les formations officielles Microsoft qui préparent aux certifications. La deuxième, les formations plus spécifiques que nous avons développées et enrichies suite à nos retours d'expérience clients. Et enfin la troisième, les formations sur mesure co-construites avec les clients pour répondre au plus juste à leurs besoins. Elles peuvent être toutes dispensées en distanciel comme en présentiel. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre directement sur le site Selensa Training, training.selensa.com.